Donc je suis très heureuse de recevoir Cédric Tourbe, qui est le réalisateur de ce magnifique film non, ça s'appelle Révolte, sans article, sans rien. Et nous, on va débattre après comment naissent les révoltes. Mais ce n'est pas son premier film. Je dis aussi que monsieur Mathieu Blanc, qui est le monteur de cet énorme travail, parce qu'il faut dire que c'est en 4 parties qu'ils ont fait ça, Révolte, sur 5 pays différents. On va en parler après, vous allez le voir, parce que comment naissent les révoltes, on va en discuter. Et donc c'est pas son premier film, Cédric Tourbe, il a changé le camp, parce qu'il est passé des hommes de pouvoir, comme Foccart, il a fait un film sur Foccart, l'homme qui dirigeait l'Afrique, et puis il a fait un autre film sur devenir président et le rester, et comment le rester. Et c'est sur les gourous de l'Élysée, c'est-à-dire qui donnent les recettes pour comment rester président. Voilà, donc des hommes de pouvoir, il est passé au peuple, parce que les révoltes, c'est le peuple qui les font. Comment on a choisi ? Un peu par défaut, la France, ça s'imposait, puisque on est en France, le diffuseur est français, et c'était intéressant aussi de réexplorer 68 selon l'angle assez particulier qu'on a. L'Iran, j'en ai parlé. La Pologne, ça c'est un choix personnel, parce que je suis absolument baba d'admiration par rapport à ce qu'ils font. C'est-à-dire que les gens de Solidarité, c'est vraiment... D'ailleurs, c'est un cas assez unique dans l'histoire, où ils arrivent presque à contrôler le mouvement jusqu'au bout. Bon, après, ça se délite. Tiananmen, c'est parce que c'est très très emblématique de ce qui peut se passer dans ce type de mouvement. La répression de Tiananmen n'avait rien d'inéluctable, absolument pas. Mais c'est ce qu'on montre. C'est-à-dire qu'on montre que il y a deux répressions en fait. Il y a une première répression qui loupe complètement parce que l'armée chinoise se révolte contre le pouvoir. C'est assez impressionnant. Et ensuite, le pouvoir remet la main sur l'armée et isole les soldats et au bout de 20 jours arrive à faire leur répression. Donc ce phénomène-là est extrêmement intéressant. Et puis la Tunisie, c'est ce qui nous ramène. D'abord, c'est ce qui nous ramène à maintenant, d'une part. D'autre part, c'est aussi très intéressant parce que personne n'avait en tête que les Tunisiens allaient se révolter. Mais vraiment là, je pense que c'est quelque chose qui... ça les a surpris eux-mêmes, d'ailleurs. Et on pensait plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on pensait plutôt que ça partirait d'Algérie, du Maroc, si jamais ça partait un jour. Et il s'avère que ça part en Tunisie. Et l'idée de ce projet est née du printemps arabe. C'est-à-dire qu'on a été un petit peu... peut-être que je parle de Christophe Nick, parce que c'est le producteur de la série, et il avait envie de faire ça depuis extrêmement longtemps. Et c'est vrai qu'on a beaucoup discuté, on a beaucoup travaillé, et la Tunisie était absolument une évidence, quoi. Parce que c'est parti de là, c'est-à-dire que les Tunisiens nous ont réveillés, d'une certaine façon. Je vais rajouter aussi quelque chose au choix, c'est qu'on fait un film, et pour un film, il faut des images. Et donc, quand à un moment donné au montage, on a attaqué le premier épisode, dans sa première version, il a été réduit à 6 révoltes, donc il y avait les Tchécoslovaques qui ont longtemps été présents, et puis au fur et à mesure, on s'est aperçu qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas raconter. Et donc on a enlevé la Tchécoslovaquie, on a creusé un peu plus profond les 5 autres révoltes qui avaient la chance pour la Tunisie d'être quasiment jour par jour présent sur Internet, parce que ça n'a pas été filmé vraiment par les médias. Moi j'ai creusé pendant 6 mois le thème de la révolte
pour essayer, parce que c'est un terme assez piégeux. Hein. Vous avez même lu la sociologie des crises, n'est-ce pas? J'ai surtout lu Michel Daubry, c'est-à-dire que j'ai surtout lu la sociologie des crises politiques. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un fond théorique dans les films que je n'ai pas inventé, qui existe. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un professeur d'université qui est prof à la Sorbonne, qui depuis 30 ans a établi cette théorie, dont l'aspect relativement intéressant est qu'elle se vérifie dans 100% des cas. Voilà. C'est-à-dire qu'il a construit une phénoménologie, et c'est même une nomologie en plus, de la crise politique. Alors, dans la crise politique, il y a la révolte. Voilà. C'est-à-dire que toute révolte ne se termine pas par une crise politique. Nous, les révoltes qu'on a choisies aboutissent tous à une crise politique. C'est-à-dire à un moment où la question de savoir si l'État sera encore debout le lendemain se pose réellement. Voilà. Effectivement, donc vous vouliez, par vos commentaires et les images bien sûr, montrer une certaine universalité des mécanismes de la révolte. Complètement. C'est-à-dire que la question quand est-ce que ça va péter, la réponse c'est, à moins d'avoir une boule de cristal ou de savoir lire dans le marc de café, on n'en sait rien. On n'en sait rien puisque l'origine du phénomène est accidentelle. Et c'est justement cet aspect accidentel qui fait que ça fonctionne. Parce que ça crée un effet de surprise. Et c'est comme ça que ça démarre. Et en réalité, on se révolte parce qu'on a l'opportunité de le faire. Pourquoi ? Parce que dans la rue, on n'aime pas être seul. Et moi, j'ai longtemps cherché autour de la question de la haine du pouvoir, de la question des frustrations, de la question de la pauvreté, etc. Mais quand on regarde l'état de la planète actuellement, la question ce serait mais pourquoi est-ce qu'on ne se révolte pas plus souvent ? Comment ça bascule ? Et le caractère soudain et le caractère imprévu. Si bouside, c'est soudain et imprévu. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Qu'est-ce qui fait que on sent, et tout le monde sent dans le pays, tout le monde le sent, qu'il se passe quelque chose ? Eh bien, il y a une notion de seuil. C'est-à-dire que des immolations, il y en a déjà eu avant en Tunisie. Sauf que là, on ne va pas être 40 dans la rue, mais on sera peut-être 80 ou 120. Et ce franchissement de seuil est ressenti par tout le monde. Qu'est-ce qui est déterminant en 68 ? Ce qui est déterminant en 68, c'est que les étudiants font un truc que personne n'imaginait possible. Ils vont tenir le quartier latin pendant une semaine. Personne n'imaginait ça possible. Et ça crée, là j'ai sur l'épisode 2, mais ça crée un tel phénomène de surprise en France qu'on se révolte parce qu'on a l'occasion de le faire, évidemment, les ouvriers ont des choses à dire. Et ils vont se mettre dans le mouvement comme ça. J'ai étudié dernièrement la grande grève de 95, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin, tous les transports étaient bloqués, etc. Il y a un point focal, hein, c'est Noël. C'est très net. Il faut que ça s'arrête avant Noël et tout le monde le veut. Les grévistes, Alain Juppé, etc. Il va falloir que ça s'arrête. Donc il y a ce type d'événement, il y a ce type de calendrier qui rentre en ligne de compte. C'est pour ça que la seule façon de regarder ces événements-là, c'est d'être extrêmement précis. Et donc d'essayer de voir précisément, je disais, parfois heure par heure. Voilà. Et toute la difficulté, c'était de ramener ça en film. Ce que je voulais dire, c'est que votre film montre très bien comment effectivement les choses se déclenchent, et avec l'aspect à la fois contingent, imprévisible et puis même irrationnel. Mais en même temps, bon, je crois que ce qui me paraît évident, c'est que c'est un moment de... Bon, c'est à ce moment-là que ça devait se passer, bon, on s'y attendait pas, mais en même temps, la situation, c'est le produit de la situation, puis ensuite ça évolue en fonction de la situation du pays. Et les gens qui connaissaient très bien ces pays, que ce soit le monde arabe ou les pays de l'Est, etc., savaient, bon, ils passaient un peu pour des prophètes, mais enfin, ils savaient que tôt ou tard, ça allait se passer, finalement. Enfin, c'est pas possible qu'un pays totalitaire ne connaisse pas ces... Je suis entièrement d'accord avec vous, mais je maintiens qu'il n'existe aucune condition objective à la révolte. C'est-à-dire
Il n'y a pas de seuil, où il n'y a pas de moment, où il n'y a pas de critères qui... démographiques, par exemple. Je sais qu'Emmanuel Todd avait prévu le printemps arabe, etc. Il a eu de la chance, parce qu'en l'occurrence, on ne peut pas le prévoir, on n'en sait rien. Alors que les conditions de mécontentement et que les conditions de frustration soient remplies, mais pourquoi il n'y a pas de révolte en Corée du Nord, quoi? Et bien pourquoi? Parce que se révolter, c'est coûteux. Se révolter, c'est dangereux. Donc, tant qu'il n'y a pas l'accident, l'étincelle, qui peut correspondre par moment à une faiblesse du pouvoir. Exemple, je suis un peu la Corée du Nord aussi, il y a eu des grandes manœuvres dans l'armée dernièrement, il y a des têtes qui sont tombées, il y a eu une espèce de... un semblant, vraiment un semblant de libéralisation qui ne tiendra pas, qui est de la poudre aux yeux. Et ben, ce type de situation, ça peut générer quelque chose. Regardez la crise des subprimes, c'est complètement fou. On a supprimé le logement, enfin on a pris le logement de 4 millions d'Américains. C'est quand même une raison de se révolter, je veux dire, alors qu'ils n'y sont pour rien, qu'ils ont été piégés, que c'est des pauvres, il ne se passe rien. Alors qu'il aurait dû y avoir quelque chose. Ça part pas, ça prend pas, alors que ça aurait pu effectivement prendre. Au bout d'un moment, il y a un phénomène extrêmement intéressant, c'est que toutes les structures sociales, tous les corps constitués, se mettent à dysfonctionner. Alors c'est les partis politiques, hein, quand il y en a, mais c'est l'État aussi. Et on s'est amusé, hein, dans le film 3, à ramener tous les exemples, en Chine, partout, par moments ça donne des situations hallucinantes, de dysfonctionnement de l'État. C'est-à-dire que les manettes ne répondent plus, ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que les gens se mettent à douter, parce que les gens ne sont plus sûrs de rien, et parce que, au bout d'un moment, on en arrive à se demander dans quel sens va le vent. Tout ça sur fond d'une compétition pour le pouvoir qui est sans pitié. Il y a Honnête, le successeur d'Habermas, qui était la tête pensante aujourd'hui en Allemagne. Il a écrit toute une page en disant « Vous les Français, c'est extraordinaire, vous réagissez, vous allez dans la rue, nous les Allemands, on ne réagit plus. » Voilà. Je ne suis pas le seul. Il y a un moment où les Allemands ont réagi un peu fort, et peut-être que ça les a marqués aussi. C'est exactement ça. Et c'est d'ailleurs un phénomène identique à ce qu'on décrit là. Le problème dans l'idée que vous essayez de défendre, c'est l'imagerie qui est totalement fausse. C'est-à-dire, vous considérez que ce soit la goutte d'eau qui sort du vase, que ce soit l'étincelle qui brûle tout, que c'est son avenir. Et des étincelles et des gouttes d'eau, vous en avez tous les jours dans tous les pays du monde. Tout le temps, en permanence. Mais pour que ça aboutisse à une révolte, il faut que ce soit en plus déroutant pour la société. Et que ce n'est pas l'étincelle qui est déroutante, l'étincelle c'est le point de départ. Mais pour que cette étincelle soit déroutante, il faut qu'au départ ce soit inattendu. Mais ce n'est pas parce que cette chose inattendue arrive qu'il va y avoir une révolte. Il y a des mécanismes d'amplification qui répondent à des règles. Si ces règles se trouvent rencontrées, ça risque d'aller jusqu'à un certain point. Si ces règles ne sont pas rencontrées, ça s'arrête. Oui, devant les faits historiques, on peut prendre une grille de lecture qui consiste à ne retenir que les ressemblances. C'est ce que vous faites quand même un peu dans votre film très talentueux. Mais on peut aussi avoir un regard qui insiste un petit peu cruellement sur les différences. Et je reviens à cette histoire de l'étincelle. Comme disait un élève dans sa dissertation, l'étincelle qui fit déborder le vase. Mais dans les exemples que vous prenez, il y a évidemment des exemples quand même très dramatiques. Il y a ce petit marchand en Tunisie qui s'immole. En Iran, il y aura un bain de sang, enfin, je ne veux pas prendre tous les cas. Dans le cas de mai 68, que je ne veux pas, comme Raymond Aron, réduire à un gentil monôme, et qui a effectivement eu des conséquences culturelles, par exemple dans le domaine du féminisme, mais en mai 68, on a dit, enfin je pense que c'était la réalité, au début du début, il y a les garçons de la cité universitaire de Nanterre qui veulent pouvoir accéder au dortoir des filles. Alors c'est gentiment anecdotique, ça ne fait pas très sérieux comme causalité, mais il y a quand même cet événement.
à la fin de mai 68, peut-être pour ne retenir que le futile, mais tout de même, hein, petite cause, grand effet, le nez de Cléopâtre, ça existe en histoire. Alors, à la fin de mai 68, il y avait Manif sur Manif, hein, j'étais prof à ce moment-là, et puis l'essence avait disparu. Et puis tout à coup, il y a eu un week-end où il faisait beau. L'essence est revenue, et ça en a été fini du mouvement. Alors, Les gens sont partis en week-end. oui, c'est ça. Donc, mettre sur le même plan, il y a chaque fois une étincelle, mais elle peut être futile ou elle peut dégénérer en bannissant. Je ne vous suis pas sur l'histoire de Nanterre, parce que pourquoi on ne raconte pas cette histoire de Nanterre? C'est parce qu'en fait, c'est pas à ce moment-là que ça se déclenche. Et pourquoi ça se déclenche? Ça se déclenche parce qu'on est dans le quartier latin. Nanterre, on n'est pas à Paris. Et il ne se passe rien, en l'occurrence. Enfin, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il y a des militants. Il y a des militants qui militent. Ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que le moment où ça se déclenche, le 3 mai, les militants sont embarqués. Les patrons sont embarqués. Et moi j'ai vérifié les listes, ils sont 350 à être embarqués. Et ça se déclenche. Et les mecs sont je trouvais ça génial, les mecs sont dans les paniers à salade et se disent, on n'y est pas. Et ils essayent de faire la révolution depuis, voilà. Donc si vous voulez, effectivement, il y a cette histoire cette histoire autour de Nanterre, le mouvement du 22 mars, etc., qui est extrêmement intéressant. Mais le mouvement du 22 mars, c'est pas 68. Hein. Ils sont là, c'est tout. Je disais Mathieu par rapport à la dictature, par rapport aux dictatures et à la démocratie, il y a apparemment dans les démocraties les corps intermédiaires suffisants qui permettent d'absorber ce type de choc beaucoup plus facilement. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se produire en démocratie. C'est pour ça que moi je pense que ça peut se produire en Suède. Voilà. Il n'y a aucune raison. Ce sera très grave, mais il n'y a aucune raison que ça ne puisse pas se produire là-bas. Moi j'ai des tas de témoignages comme ça, de gens qui disent mais c'est tellement fou que de toute façon on ne réfléchit pas. On a envie d'aller voir, quoi. Et si ce type de phénomène se produit place des Fêtes en sortant, mais on ira tous voir ce qui se passe. Non, c'est pas du voyeurisme, c'est la fascination. C'est de la... Oui, parce que c'est fascinant. C'est excitant. Parce qu'il se passe quelque chose. Et c'est excitant, et parce qu'il se passe quelque chose, ils ont envie de voir ce qui se passe. Oui, bien sûr, mais les États-Unis agissent, mais tout le monde agit. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Actuellement, la Russie agit. Le maire autoproclamé de Donetsk, il est boucher charcutier. Mais c'est pas Poutine qui l'a choisi. Il fait avec. Le type a émergé. Donc, oui, les grandes puissances agissent, mais les grandes puissances ne déclenchent pas. Et parce que personne ne peut le faire. D'une part, et d'autre part, ils ne contrôlent pas. Je ne sais pas si vous parlez de ce qui arrive après la révolte dans la série, ou vous pensez en faire quelque chose là-dessus. Moi, je n'ai pas envie de lancer la polémique, mais je veux dire qu'en fait, une partie importante des intellectuels chinois, alors peut-être parce qu'ils vivent pas si mal que ça, se tournent de plus en plus vers la révolution américaine plutôt que la révolution française, puisqu'ils ont vraiment peur justement de l'instabilité qui peut résulter de la révolte. Parce qu'on sait qu'il y a plein de problèmes, mais on essaie quand même de dire est-ce qu'il pourrait avoir une transition paisible sans passer par Oui, bien sûr, ça se produit, ça s'est produit ça s'est produit au Portugal. Il n'y a pas eu quelques morts, mais ça a été quand même relativement tranquille. Ça a été négocié. Ça s'est produit en Europe de l'Est, ça s'est produit en Espagne. Oui, on peut évidemment s'en tirer de manière douce, mais c'est toujours une histoire de rapport de force et de négociation. Je vous remercie pour votre participation active et je remercie surtout Merci. les deux protagonistes qui sont là.